Aujourd'hui, dans l'émission Bonjour Maine, nous allons parler des élections burundaises qui se déroulent en juin prochain. À quelques jours des élections législatives et communales prévues le 5 juin prochain, le Burundi s'enfonce dans une impasse politique inquiétante. Pour la première fois, ces scrutins sont dissociés de la présidentielle et reportés à 2027. Mais loin de constituer un pas vers l'ouverture démocratique, ce processus électoral est dénoncé comme verrouillé de bout en bout. La seule coalition de l'opposition Burundi Bwabosse a été écartée du processus, tout comme Agathon Rwasa, ancien chef rebelle Hutu et candidat malheureux à la présidentielle de 2020, à qui l'on a retiré son parti en 2024. Même l'Iprona, parti historique longtemps associé au pouvoir, dénonce aujourd'hui une campagne profondément inéquitable. Dans plusieurs provinces, les électeurs n'ont pas toujours eu leur carte électorale. La majorité des bureaux de vote sont contrôlés par des proches du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Plusieurs opposants ont été arrêtés dans un climat de peur généralisée. Dans une interview exclusive accordée fin décembre 2024 à Amjamba Africa, Charles Nditije, figure de l'opposition et président de l'UPRONA, elle contestataire, mettait en garde contre cette dérive. Le pouvoir prépare des élections sans véritable concurrence, affirmait-il au micro de Eloge Ulikaneza et Bigoro Ernest Ndeisaba dans l'émission Bonjour Maine. Aujourd'hui, ces inquiétudes semblent se réaliser alors que la petite nation de l'Afrique de l'Est se dirige vers des élections à sens unique. Mon nom c'est Charles Nditije et je suis prof d'université, mais pour moi je suis en exil parce que je suis président du parti UPRONA de l'opposition. Je me suis opposé au troisième mandat, ce qui m'a valu l'exil. Pour le moment je suis ici aux États-Unis, dans la ville de South Portland, in Maine. Depuis quand êtes-vous ici? Depuis une année. Sinon, j'avais fui vers la Belgique. Vous avez fui depuis 2016 suite à ce mandat que les uns qualifient de troisième mandat. D'autres disent que c'est un mandat de trop. Et en 2020, le Burundi a eu des élections et avec la nouvelle constitution qui a été revue en 2018, nous avons les législatives et les communales ainsi que la présidentielle qui sont organisées différemment. Bien sûr, le Burundi s'achemine vers des législatives et communales l'an prochain. Comment vous analysez la tenue de ces élections? Il faut d'abord préciser que il y a des facteurs objectifs, des conditions nécessaires minimales qui permettent de déterminer, de présager si les élections seront libres, démocratiques, inclusives et partant crédibles. Et parmi ces facteurs, il y a d'abord l'environnement politique, l'environnement sécuritaire et l'environnement socio-économique. Donc il faut que tous les citoyens soient rassurés et puissent vaquer librement à leurs activités sans être inquiétés pour leurs convictions politiques. Et il faut aussi que le cadre légal et réglementaire puisse permettre créer les espaces de liberté politique et de droits civils pour que les partis politiques puissent fonctionner normalement sans être inquiétés et les organisations de la société civile, les médias puissent vaquer à leurs occupations librement sans être inquiétés. Et ce sont ces facteurs-là objectifs qui permettent de déterminer si ces élections seront crédibles. Alors, qu'en est-il justement de cet environnement socio-politique et sécuritaire au Burundi? Nous savons tous que les violations des droits de l'homme se poursuivent malgré l'arrivée de nouveaux pouvoirs dirigés par le général Evariste Ndayishimiye, avec un gouvernement militarisé, ce qui déjà présage
de ces actes de violence. Et tous les rapports des organisations des droits de l'homme, qu'elles soient nationales ou internationales, sont unanimes pour dire que les violations des droits de l'homme se poursuivent et prennent des formes variées et sordides. Il y a notamment la chasse aux opposants qui se poursuit. Il y en a même qui continuent à s'exiler. Il y a les exécutions extrajudiciaires, les assassinats ciblés, les violences et viols basés sur le genre, les emprisonnements arbitraires, et des mandats d'arrêt fantaisistes, tout cela est monnaie courante. Donc il n'y a pas de sécurité pour les citoyens. Et ce qui fait régner un climat de terreur quasi généralisé à travers tout le pays. Et cela est dû au fait que le parti CNDD-FDD est un parti de terreur, un parti qui refuse le pluralisme politique et qui refuse la démocratie qu'a imposé un monopartisme de fait. C'est pour cela que les espaces des libertés sont verrouillés un peu partout. Voilà ce qu'il en est de cet environnement sociopolitique et sécuritaire. Et je signalerai également l'environnement socio-économique. Nous savons aujourd'hui que, à cause de la mauvaise gouvernance du parti CNDD-FDD et de son incompétence, et aussi à cause de la corruption qui gangrène tous les secteurs de la vie nationale, le Burundi est le pays le plus pauvre du monde. Et dans ce contexte-là, les transhumances politiques sont monnaie courante et les gens changent de parti parce qu'on leur donne un peu d'argent. Il y a les achats de conscience lors de ces élections. Et ce sont des facteurs qui permettent, qui montrent à suffisance que les élections ne peuvent pas être libres. Nous avons déjà vu ce qu'on a appelé la nyakulisation. Les partis politiques du PRONA en a payé les frais. J'en sais quelque chose. D'autres partis aussi. Et on voit ce qui se passe avec le seigneur d'Agathon Rwasa. Donc c'est aussi cet environnement socio-économique qui fait que les gens sont fragilisés. Et les achats de conscience lors des élections aussi sont faciles dans ce contexte-là. Voilà en gros ce qui montre que cet environnement n'est pas du tout rassurant pour des élections, les élections prochaines. Évidemment, après, je vais insister sur la Constitution et le Code électoral pour montrer que les choses risquent de s'empirer pour 2025 par rapport à 2020. Est-ce que vous pensez que dans cet environnement, l'on va assister aux mêmes abus, magouilles et violations durant ces élections, comme ça a été le cas depuis 2010? Je ne voudrais pas remonter jusqu'en 2010, mais contentons-nous de faire une sorte de rétrospective sur les élections de 2020. Donc, on s'accorde pour dire que ces élections se sont déroulées dans un environnement de terreur, d'intimidation, avant, pendant et après les élections. Et on a vu des gens qui ont été emprisonnés, on a vu des gens qui ont été assassinés, surtout les membres du parti CNL. Et ça, c'est tout le monde s'accorde pour le dire. Et ces élections ont été également caractérisées par des fraudes massives qui ont été dénoncées. Vous vous souvenez, M. Kazis, président de la CENI, a proclamé des résultats brouillons qui sont devenus finalement définitifs, ce qui montre que ces fraudes étaient bel et bien présentes. Et cela traduit justement cette intolérance politique du parti CNDD-FDD qui refuse le multipartisme et qui ne veut pas quitter le pouvoir, comme d'ailleurs le proclamait
fait président Pierre Nkurunziza. Et le cadre légal, justement, le cadre légal et réglementaire montre également à suffisance que l'environnement juridique n'est pas propice pour des élections libres, démocratiques et crédibles. Je pense même que les choses vont s'empirer avec la nouvelle constitution promulguée le 7 juin 2018 qui a servi de base pour les élections de 2020. Mais je vais y arriver. Le nouveau code électoral est encore plus catastrophique. Mais si je reviens un peu à la constitution du 7 juin 2018, vous savez que l'accord d'Arusha avait consacré une démocratie consociative, le partage du pouvoir entre les ethnies, et qui convient dans une société divisée comme la nôtre. Et à ce niveau, l'accord d'Arusha était supraconstitutionnel dans la constitution de 2005. Mais dans l'actuelle constitution de 2018, l'accord d'Arusha a été carrément omis. Donc, il y a une volonté manifeste d'entrer définitivement l'accord d'Arusha. Vu l'accord d'Arusha qui était supraconstitutionnel a été supprimé, il y a certains principes également qui étaient dans le préambule et qui étaient coulés dans des articles de la Constitution qui ont été élagués, comme par exemple l'inclusion des groupes minoritaires dans la gouvernance démocratique. Il y a également la suppression des coalitions des partis politiques. Il y a également les indépendants sont pratiquement inexistants parce que il y a un article assez scélérat qui dit que pour être député en tant qu'indépendant, il faut avoir 40% des suffrages exprimés dans une circonscription. C'est quand même, alors que pour les autres, c'est 20%. Donc, vous voyez, c'est une façon, en fait, d'interdire formellement les indépendants. Et puis, même si vous allez dans les élections et que vous gagnez, vous avez des places à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas de place pour décider de la conduite des affaires de l'État, puisque on dit que le président, l'Assemblée nationale le gouvernement exécute le programme du président, c'est-à-dire du parti CNDD-FDD. Et pire encore, le président de la République fait même basse sur le travail de l'Assemblée nationale. Une loi qui est votée par l'Assemblée nationale, vous savez que normalement, elle va être envoyée à la présidence pour que le président de la République la promulgue. Dans la Constitution de 2018, le président met cette loi votée par l'Assemblée nationale dans son tiroir et 30 jours après, cette loi devient caduque. Donc, il fait quand même une basse sur le travail de l'Assemblée nationale. Et il y a aussi le maintien de façade des déséquilibres ethniques 40-60, 40 pour les Tutsis, 60 pour les Hutus. Ça, c'est maintenu, mais je dis que c'est de façade parce que les lois à l'Assemblée sont votées à la majorité absolue. Donc, pour que l'Assemblée siège valablement, il faut 2/3 des députés. Et la majorité simple, à la majorité absolue, pardon, donc 50 plus une voix, vote toutes les lois. Même si vous avez 48 députés sur 100, vous ne représentez rien puisque les lois peuvent être votées sans que vous soyez là. Donc, vous comprenez que même si vous êtes dans l'Assemblée nationale, que vous êtes même un groupe imposant, vous n'avez pas de prérogative pour influencer, infléchir le pouvoir CNDD-FDD. Vous comprenez donc que ce sera des députés figurants, même si on leur permet d'occuper ces places-là. Alors, j'en viens maintenant au nouveau code électoral qui est discriminatoire et qui a été imposé par le parti CNDD-FDD. Les consultations ont eu lieu
via le ministère de l'Intérieur, mais ils n'ont pas tenu compte des avis et considérations des partis politiques. Et je dirais aussi, au niveau du contenu, c'est encore plus catastrophique. Et c'est un véritable recul par rapport au code électoral qui existait et qui présidait pour les élections de 2020. Par exemple, rien n'est prévu en ce qui concerne les contentieux électoraux. S'il y a des problèmes pour le comptage, il n'y a aucune disposition qui vous permet de porter plainte, de vous plaindre et de faire un recours. Ça n'existe pas du tout. Et les coalitions des partis politiques sont presque interdites parce que on dit que les coalitions sont formées et lorsque les élections sont convoquées. Et donc, vous n'avez pas le temps de faire campagne, d'expliquer votre coalition si vous attendez que les convocations, les élections soient convoquées. Donc, vous n'avez pas le temps de faire connaître votre coalition et c'est fait exprès. Les indépendants, je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir 40% des suffrages exprimés, donc les indépendants n'ont pas de place non plus. Et puis, un indépendant doit se présenter à titre personnel, il ne peut pas se coaliser avec d'autres. Et pire encore, il doit avoir quitté son parti politique ou avoir démissionné ou avoir été déchu 2 ans avant les élections. Et vous comprenez, regardez où se dirige mon regard, comme on dit, c'est vraiment une disposition scélérate qui vise essentiellement Agathon Rwasa, dont on connaît la force politique parce qu'on sait qu'il avait gagné les élections en 2020, tout le monde le sait. Donc, c'est des dispositions et vise essentiellement Agathon Rwasa. Et plus grave encore, son nouveau code électoral impose des cautions qui sont discriminatoires. Pour les communales, il faut payer une caution de 200 000 francs. Pour les législatives et les sénatoriales, 2 millions. Et pour les présidentielles, 100 millions. Vous comprenez que les partis politiques qui ne sont pas financés, qui sont pauvres comme le pays, ne peuvent pas aligner des conseils communaux, des conseils de députés. Quand on connaît le nombre de députés qui sont alignés dans une liste, donc il y a très peu, il y a le CNDD, il n'y a que le CNDD qui vole, qui pille, qui pourra avoir ces cautions, d'autant plus que ces cautions ne sont pas remboursées si vous n'avez pas un score assez élevé. Et enfin, la CENI, ses démembrements, la CENI a été mise en place de manière unilatérale et tous les partis politiques, y compris ceux proches du CNDD-FDD, ont crié au scandale en dénonçant cette imposition des membres de la CENI, qui sont d'ailleurs 90% sont proches, sont membres du CNDD ou proches du CNDD-FDD. Et quand on connaît le président de la CENI, ce qu'il faisait déjà comme porte-parole du gouvernement, il sera pire que Kazis. Donc, avec tout cela, vous comprenez que les élections ne pourront jamais être crédibles. C'est plutôt des élections de tous les dangers. Il n'y aura même pas d'observateurs étrangers. Même l'Église catholique qui pouvait dénoncer n'a pas été incluse. Et puis, vous savez, vous êtes des journalistes. Les journalistes sont interdits de publier, de dire quoi que ce soit. Les illégalités qui se commettent ne peuvent pas le faire, sinon ils risquent la prison ou la mort. Bref, c'est des élections de tous les dangers, où tout est quadrillé, où tout est verrouillé. Donc, ce sont des élections qui seront pires que celles de 2020. Vous avez évoqué, bien sûr, la question liée autour des coalitions. Ces derniers temps, on a assisté à la création des coalitions à l'étranger, tout comme à l'intérieur du pays. Croyez-vous que ces coalitions peuvent défier au sein de FDD?
Et comme vous le dites, nous avons appris avec plaisir la naissance d'une nouvelle coalition au Burundi bwa bose qui comprend, je crois, le FRODEBU, FEDE, CNDD, FDD et CODEBU. C'est à saluer, mais ce n'est pas une première. Le CNDD, oui, le CNDD, oui, le CNDD, oui, pardon. Et ce n'est pas une première. En 2010, on a connu ADC Kibiri. En 2015, nous avions créé Amizoria Barundi, le promenade de l'opposition que je présidais avec Agathon Rwasa. Et on a vu ce qui s'est passé. D'abord, ces coalitions sont fragilisées parce que la nouvelle coalition, par exemple, Burundi Bravo aussi, ils ont déposé auprès du ministre de l'Intérieur leur demande d'agrément. Mais je vous ai déjà dit qu'il faut d'abord que les élections soient convoquées. Le ministre de l'Intérieur a pris acte, il a écrit en disant je prends bonne note de votre demande. Il va mettre ça dans un tiroir et il va dire bon, vous avez déposé ça avant les délais, donc votre demande n'est pas acceptée. Il est possible également que, comme ils l'ont fait pour Rwasa, il crée des distances en disant, en corrompant des membres du parti, en disant que les organes dirigeants qui décident n'ont pas cautionné l'adhésion de leur parti à cette coalition. Donc, tout est possible pour fragiliser ces coalitions. Et même si cette coalition était acceptée, encore une fois, ils vont faire procéder au bourrage des urnes, ils vont tricher comme ils l'ont toujours fait. Donc, ce n'est pas assez pour défier le parti CNDD-FDD, mais je crois que s'ils s'organisent mieux, s'ils, par exemple, ils exigent que le comptage se fasse sur les bureaux de vote, s'ils prennent leur courage à deux mains pour dire nous allons manifester, si vous trichez encore une fois, si vous procédez au bourrage des urnes, les choses peuvent changer, mais rien n'est moins sûr. Est-ce que vous ne pensez pas que les manifestations ou face à ces blocages qui sont manifestés ne peuvent pas décourager les membres du parti politique à ne pas aller voter? Bon, pour moi, le fait de ne pas aller voter, c'est un couteau à double tranchant. D'abord, les gens se sont fait inscrire de force. Comme ils se sont fait inscrire de force, c'est-à-dire ils ont le nombre de gens qui vont voter. Ils vont procéder au bourrage des urnes pour dire, bon, voilà, il y a eu autant de votants par rapport aux gens qui sont inscrits. Comme il n'y a pas d'observateurs étrangers, comme les journalistes ne pourront pas le dire, ils vont dire que les gens étaient présents, ou alors ils vont demander à des gens de voter plusieurs fois, pour montrer que finalement les gens qui votent sont nombreux. Donc ce n'est pas pour moi nécessairement une voie de sortie honorable. Et par contre, si les gens vont voter et que ils se conviennent pour que sur tous les bureaux de vote, les gens exigent que le comptage se fasse sur place et qu'ils acceptent de prendre des risques s'ils le font dans tous les bureaux de vote. Je ne pense pas qu'ils aient suffisamment d'imbonerakure ou de policiers pour contrôler, mater les gens de tous les bureaux de vote. Et s'il y a des tricheries, si tout le monde se met ensemble pour faire des marches et manifestations, comme on l'a fait en 2012, ça peut quand même faire peur un peu au sein des FTD. Et au niveau des cartes d'identité qui sont toujours très intéressantes pour aller voter en étant avec la carte biométrique, vous pensez que ça pourrait être le cas? Non, vous avez vu que il y a des enfants de moins de 18 ans à qui on a donné des cartes d'identité qui sont allés se faire inscrire. Mais comme je le disais, les gens peuvent venir voter 2 fois, 3 fois, 4 fois. Comme ceux qui contrôlent les bureaux de vote sont les membres la CENI, c'est des démembrement
sont composés essentiellement des membres du CNDD-FDD ou des partis acquis à la cause du CNDD-FDD. Donc, il n'y a pas d'espoir que le contrôle puisse se faire, la transparence puisse se faire au niveau des bureaux de vote. Je ne pense pas. Supposons que les Burundais choisissent de faire un vote sanction, comme on l'a vu déjà avec l'enregistrement aux élections. Vous l'évoquiez tantôt, les habitants ayant refusé de se faire enrôler. Quels sont les scénarios possibles? Comme je le disais, donc le vote n'est pas aller voter n'est pas une solution. Et pour moi, le vote sanction signifie voter contre le parti CNDD et contre ses candidats. Alors, pour moi, soit les gens, je sais que si le vote était libre, ça serait un vote sanction, le CNDD ne pourrait pas gagner les élections. Et si le CNDD-FDD pouvait accepter le verdict des urnes, ça serait, je crois, un acte de sauvetage pour le peuple burundais. Est-ce qu'il va l'accepter? Je ne pense pas. Rien n'est moins sûr. Et l'autre possibilité, c'est que les partis politiques, les coalitions refusent le verdict des urnes, refusent ces bourrages d'urnes et se mettent à manifester en masse à travers tout le pays. Et là, il y a deux scénarios possibles aussi. Soit le CNDD-FDD prend peur et accepte de changer les résultats et d'accepte la défaite, soit il continue dans la même logique de la violence et va massacrer les gens et ça sera la catastrophe. Donc, c'est comme je le disais, c'est vraiment des élections de tous les dangers. Maintenant, est-ce que les coalitions, les partis de l'opposition ont suffisamment de force, d'engagement pour inviter les militants à prendre ces risques? Ce n'est pas évident du tout. Donc, c'est pour ça que je dis que ce sont vraiment des élections de tous les dangers. Avec la fermeté de la frontière avec le Rwanda, vous pensez que ça a un impact au niveau de la préparation des élections? À mon avis, non. De toute façon, les gens qui vont manifester, si ils se font massacrer, je pense que le Rwanda pourrait fermer les yeux et laisser passer les gens. Ils pourraient aller vers la Tanzanie. Donc, et puis, si vous quittez Bujumbura, vous quittez le sud pour aller jusqu'au Rwanda, la frontière du nord, avec tous les Imbonerakure, la police et l'administration qui est acquise au sein de FDD, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas la voie de salut. Ouvert ou pas ouvert, les frontières ne pourront pas protéger ou fléchir le pouvoir au niveau des tricheries. Donc, évidemment, c'est un problème de plus, mais ce n'est pas un facteur pour moi déterminant. Quelle serait la solution, selon vous, durable à cette crise burundaise qui vient de durer? Je crois qu'il faut être réaliste. Je ne pense pas que le CNDD-FDD puisse changer de gouvernance. La corruption, les malversations, l'intolérance politique, le monopartisme de fait, le refus du pluralisme, c'est, je crois, dans l'ADN du CNDD-FDD. Et donc, pour moi, la solution, c'est vraiment de chasser et le CNDD-FDD. Et c'est pour moi la meilleure solution, la solution la plus salutaire. Maintenant, la question, c'est de savoir comment et par qui. Alors, comment, comme je le disais, si les gens pouvaient s'organiser, se coaliser, résister, refuser le bras des urnes et imposer que la voix du peuple triomphe, et le CND pourrait éventuellement fléchir et accepter le verdict
des urnes, mais là encore, j'ai des doutes sérieux. L'autre possibilité, c'est d'utiliser la voie armée. La voie armée, c'est-à-dire les gens s'organisent et créent des rébellions, et se mettent ensemble. Il y a des rébellions dont on dit qu'ils existent ici et là. Ils se mettent ensemble. Ça, c'est possible aussi, évidemment, avec tous les risques et toutes les conséquences en perte de vies humaines et aussi en destruction des infrastructures. L'autre possibilité, c'est qu'il y ait une implosion interne au sein de l'FDD, dont on voit qu'il y a déjà des dissensions. Mais là encore, si c'est un autre membre du sein de l'FDD qui vient, personnellement, je ne m'attends pas à des changements significatifs, même si c'était un changement interne au sein de l'FDD. Et les Burundais qui sont à l'étranger, qui ont le droit de voter, vous pensez qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour qu'ils puissent participer aux élections librement? Librement, oui. Ça veut dire, bon, ici, on ne va pas vous imposer de voter pour un candidat CNDF. Le problème, les votes sont centralisés au niveau des ambassades. Les ambassades vont envoyer les résultats qu'ils veulent, même s'ils envoyaient des résultats objectifs. Et arriver au Burundi, et la CENI, c'est des membres vont changer ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de contrôle au niveau des ambassades. Donc, et puis les étrangers ne peuvent pas infléchir, changer fondamentalement la donne, même si les résultats étaient transmis tels que exprimés par les votants. Aujourd'hui, en tant que DTG, vous pensez que la communauté internationale fait assez dans la crise burundaise? Je dirais que la crise burundaise a trop duré. Et la communauté internationale est fatiguée. Et on parle d'ailleurs d'une crise oubliée par la communauté internationale et par la sous-région. Et puis autre chose, la communauté internationale nous observe. Et elle observe les rapports de force entre l'opposition plurielle et le gouvernement et le soutien le plus fort. Nous savons que l'opposition politique est divisée à plusieurs coalitions. Il y en a qui naissent, il y en a qui disparaissent. Et là, ça nous fragilise. Et si nous sommes divisés, donc la communauté internationale le voit et fait semblant de ne rien faire. Il y a des sanctions qui ont été imposées. Et on entend des discours un peu simplistes et avec les méandres politiques, tout ça, la diplomatie, et qui ne peuvent pas infléchir et faire changer fondamentalement le sein de DFTD, qui poursuit cette descente aux enfers du peuple burundais. C'est pour ça que moi je dis que cette œuvre de salutaire de sauvetage du peuple burundais ne sera ne viendra ni de l'Union africaine, ni de la sous-région, ni des Nations unies, mais sera bel et bien celle des Burundais. Il faut que les dignes fils et filles du Burundi, nous puissions nous mettre ensemble pour dépasser ce qui nous divise et créer un vaste front de rassemblement interethnique, intergénérationnel, interorganisationnel, pour dire non à cette dérive dictatoriale du CNDD-FDD. Et cela est possible si nous refusons d'être complices par notre silence ou d'être de faire semblant de ne rien voir ou de se résigner. Et cela est possible si nous mettons ensemble. Et il va de notre devoir, parce que comme on dit, quelqu'un disait qu'un peuple qui ne défend plus ses droits, sa liberté, est devenu mûr pour l'esclavage. C'est possible, nous pouvons, et c'est aujourd'hui, parce que demain il sera peut-être trop tard, si ce n'est déjà trop tard. Et quel avenir des membres des partis politiques qui sont toujours embuscadés ou qui sont toujours dérangés au niveau de la participation à la politique?
à l'intérieur du pays. Oui, c'est ces ailes dissidentes qui sont créées par le parti au pouvoir se basent sur la fragilité des membres des partis politiques. Je pense que les partis politiques ne sont pas suffisamment forts, les membres ne sont pas suffisamment formés, donc cela c'est facilement corrompre. Je crois qu'il faudrait toute une éducation citoyenne pour que les membres des partis politiques puissent effectivement être solidaires, s'engager, avoir des convictions politiques, et comme à l'époque de l'indépendance avec Ouagassore, les multiples partis que les prenants a vaincu étaient très forts, mais il y avait un leadership. Je crois qu'il y a un problème de leadership. On n'a pas encore trouvé, par exemple, un leadership qui puisse fédérer les formations politiques. On n'a pas besoin d'une trentaine de partis politiques. Si on avait une grande coalition des partis politiques de l'opposition qui pourrait faire face au CNDD, peut-être ça pourrait donner des ailes et changer la donne. Mais malheureusement, les partis politiques, les leaders de l'opposition ne sont pas suffisamment mûrs, ne sont pas suffisamment solides aussi, ne se mettent pas ensemble parfois. Nous avons des égos surdimensionnés. D'abord moi, mes intérêts, et cela nous fragilise, mais il ne faut pas désespérer. Il faut continuer à éduquer, à enseigner surtout les jeunes générations. Et vous avez un message ou un appel à formuler auprès des confessions religieuses ou bien au niveau des groupes ou d'associations qui sont apolitiques, comme on le dit au Burundi, juste pour participer à la gestion de la politique au Burundi? Et par exemple, l'Église catholique est quand même a une autorité morale forte, et on entend des discours, la conférence épiscopale des évêques catholiques, par exemple, pointe du doigt, fustige les violations des droits de l'homme. Et si, par exemple, il s'impliquait pour veiller au déroulement des scrutins, même si on ne les a pas acceptés comme observateurs, s'ils pouvaient envoyer des gens pour surveiller nos fiscs de manière informelle et donner un message pour dire nous n'acceptons pas ces élections, ou avertir le CNDD que s'il y a des tricheries qui ne vont pas cautionner cela, ça pourrait aider. Également la société civile, également les médias pourraient, malgré les intimidations, malgré les sanctions prévisibles, pourraient jouer un rôle. Le changement de toute façon ne viendra pas de la seule classe politique burundaise. Il viendra de toutes les forces vives de la nation qui sont épris de paix, de démocratie, de liberté et de respect des droits de l'homme pour tous. Et au niveau des corps de sécurité et au niveau national, quel est votre message pour être apolitique? Je pense que le grand problème des corps de sécurité, c'est qu'ils sont devenus politiques. On les a fragilisés. L'armée, la police ne sont plus nationales. Et ils sont en plus infiltrés par les Imbonerakure qui parfois les remplacent et même les dénigrent. Et je pense que parmi les changements qui s'imposent, c'est vraiment la création d'une armée nationale, d'une police nationale républicaine. Et j'interpelle justement les anciens officiers normalement, même les jeunes officiers, à une prise de conscience pour leur dire que suivre bêtement les ordres qui tuent, qui violent les droits de l'homme, c'est un crime, et total, ils vont le payer. Et s'ils pensaient à l'avenir de leurs enfants, ils pourraient dire non normalement à un ordre militaire qui n'est pas correct, qui est contre les droits de l'homme. Normalement, le militaire a le droit de refuser, c'est inscrit dans leur code de conduite. Malheureusement, les gens qui sont forts, qui sont solides, sont de plus en plus moins nombreux. Et c'est ça qui pose problème. Monsieur Charlin Détiger, merci pour ce moment que vous avez accordé à Amjambe Africa. Merci aussi, merci de m'avoir accordé cette occasion d'exprimer mon point de vue qui certainement ne manquera pas d'influer positivement sur
les hommes politiques. Merci à vous tous qui avez écouté l'émission Bonjour Maine de ce dimanche. Elle vous a été réalisée par Eloge Ulikaneza en collaboration avec Bigoro Ernest Ndeisaba. À la prochaine.